là, même si on peut faire une IVV sur une base ULM, là on va vraiment parler d'atterrir dans les champs. Alors, interruption volontaire de vol. Pourquoi atterrir dans un champ alors que le moteur fonctionne? Oui, donc on différencie bien la panne en campagne qui va être faite dans un cours de la chaîne avec l'atterrissage dans le champ. C'est-à-dire que là, on part du principe que le moteur fonctionne tout le long de l'exercice et tout le long de l'interruption de vol. Donc on va voir qu'il y a un cas où c'est les cas du réservoir qui se vide de façon un peu plus rapide que l'utilisation du moteur normal. Mais là, on a le temps et le moteur tourne. C'est pour ça que c'est très difficile à mentaliser le fait d'atterrir alors que l'avion vole correctement et que le moteur fonctionne. Et pourtant, il y a quand même des choses qui vont faire qu'on est obligé d'atterrir dans ces cas-là. Ensuite, on verra la procédure. Donc, dans 1, c'est plutôt la philosophie. Dans 2, c'est plutôt la procédure. C'est quand même assez carré. La façon de faire, c'est carré. Et c'est bien de l'avoir vu avant, c'est bien de se le rappeler. Parce que si on fait comme ça, on met toutes les chances de notre côté, ça se passe bien. Enfin, on verra les menaces, c'est-à-dire les risques liés à l'atterrissage dans un champ. Il y en a quelques-unes, on verra que la principale, c'est le stress. Parce que comme l'avion vole toujours, c'est pas des problèmes techniques, c'est pas des problèmes mécaniques, c'est vraiment le fait d'y aller, quoi. Et ensuite, la vidéo, donc la vidéo, c'est surtout parce que j'ai pris des photos dans une vidéo. C'est plus qu'on regarde un peu la tête des champs, qu'on se dise, voilà, si on avait ça comme situation, on a tel ou tel risque, telle ou telle menace. Donc bah là, je vous pose la question, pourquoi atterrir dans un champ? Si jamais ça lag pas trop et que vous pouvez me donner, avant que je les fasse défiler, les raisons qui peuvent vous pousser dans une navigation, ou pas, même dans un local, mais à vous poser hors aérodrome et hors piste. Voilà, il y en a des assez faciles à trouver. Et pour moi, la plus importante et celle qui, à mon avis, 9 fois sur 10 sera celle que l'on fera en IVV, ça va être la météo. Ouais, c'est ça. La météo, c'est vraiment la principale. Quand on lit les rapports BEA, vous verrez que quasiment systématiquement, c'est la météo. Donc, qui dit météo dit facteur humain, hein. Si on remonte à la genèse de pourquoi on est dans des conditions météo, c'est souvent le facteur humain. Mais ouais, la météo, ça va être le principal. L'arrivée de nuit. L'arrivée de nuit, voilà, c'est avec un avion pas vol de nuit, un pilote pas vol de nuit, euh, une lune absente. Voilà quoi, faut pas se dire on a dépassé de 2 minutes la nuit aéro, on chope le premier champ quoi. On peut essayer de trouver des solutions. Mais ouais, si on n'est pas vol de nuit, que l'avion n'est pas vol de nuit, qu'il y a 2000 pieds de cumulus soudé, et ouais, là faut pas jouer au camp, faut dire que une fois le délai de la nuit aéro passé, il fera nuit noire et si vous savez pas où est l'aérodrome, si l'aérodrome n'est pas éclairé, vous avez aucune chance de trouver un aérodrome dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous avez ouais, le malaise voyageur. Alors il y a malaise et malaise, hein, la personne que vous amenez en baptême et qui se sent pas bien et fait un petit malaise vagal. Bon, si on a le temps d'aller à l'aérodrome, euh, c'est quand même mieux. Après, on a tout ce qui est gros problèmes médicaux, donc on va avoir, je sais pas, un infarctus, un AVC, des choses comme ça. Pareil, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux se poser dans un champ et attendre les secours, que les secours trouvent le champ et qu'ils mettent 40 minutes à vous trouver, ou être avec votre passager qui est pas bien jusqu'à l'aérodrome, où là, surtout à Logne, où à peine posé, il y aura déjà le défibrillateur qui sera sorti et les pompiers qui seront là. Voilà, le malaise voyageur. Que ma mère a proposé la diarrhée tout à l'heure. Ouais, la diarrhée, ça peut être, si on a vraiment des gros problèmes intestinaux, ouais, ça peut être. Je vous dis pas de faire une IVV dès que vous avez envie de pisser, hein, mais ça peut faire partie des IVV. Donc voilà, donc les exemples, la dégradation météo. Alors l'autonomie de carburant insuffisant.
Donc celle-là, on fait bien gaffe. On fait gaffe à tout. C'est-à-dire que ça peut être un défaut de jauge. Ça peut être une fuite dans le réservoir. Quand on regarde les rapports BEA, la fuite d'essence dans le réservoir, moi j'en ai déjà vu. Un avion qui s'est posé dans le champ de mes parents. Fuite le long d'une canalisation sur une nave un peu longue. Euh, le gars voyait la jauge descendre, il s'est dit c'est la jauge. Et en vente arrière à Marmande, le moteur a calé. Donc il s'est posé dans un champ et en fait il y avait une crique dans le réservoir. C'est un Wilga. Les Wilga, c'est des avions de l'Est, je dirais polonais, avec des grandes ailes hautes, des moteurs en étoile, ça consomme beaucoup. Et en fait, l'essence a fui et le moteur s'est arrêté. Donc voilà, on dit souvent une jauge c'est pas fiable, machin. Bon, si vous voyez que ça descend rapidement et que le voyant d'essence niveau basse s'éteint, enfin ça s'allume, ouais, vous pouvez commencer à penser IVV. Alors là, ça dépend des avions, mais quand l'essence est niveau bas, vous allez voir que tout ce qu'on fait tout à l'heure, avec un espèce de circuit de piste autour de l'aérodrome, des trucs comme ça, on en est un peu loin, hein. Niveau bas, des fois, il reste vraiment pas grand-chose et c'est pas une panne, c'est pas une panne moteur, mais on est plutôt dans la décision à quelques minutes, quoi. Donc l'arrivée de nuit, comme avait dit Roger Louis, ouais, ça marche bien. Donc toute situation qui porterait atteinte à la sécurité de l'avion et de ses passagers. Donc bah là, écoutez, on n'en trouve pas des masses, hein, mais on a vu les principales. Vraiment, donc c'est ce que voilà, deux exemples dans l'interruption de vol. Là, c'est la météo. Alors je vais vous raconter assez rapidement le rapport BEA 22 février 2015. Pour moi, c'est des facteurs humains, hein. C'est pas, même pas de la météo. Le mec fait Pontivy-la-Bolle, donc c'est pas la nave du siècle, quoi. Je sais pas, en DR400, il doit même pas y avoir une heure. Météo de merde, il décide quand même de décoller. Quand il décolle de Pontivy pour aller à la Bolle, la météo, vraiment, elle est basse. Il revient sur le terrain, il se dit non, on n'y va pas. Finalement, on y va. Donc déjà, quand on commence à se poser ces questions, on n'y va pas, en l'air, c'est qu'on n'y va pas, hein. On se repose et on va manger au Buffalo Grill. Donc le mec il va, il se pose à la bolle, il mange, ils reprennent l'avion, il se dit c'est pas la peine de prendre la météo, c'est pas loin et à l'aller ça allait. Et en fait au retour ça va pas. Alors entrée maritime, trucs comme ça, c'est surtout voilà, Pontivy-la-Bolle on est en Bretagne. Enfin la Bolle on n'est pas en Bretagne, mais Pontivy on est en Bretagne. Euh, voilà, alors après il y a une histoire, ils contactent les militaires de l'Orient l'autorisent pas trop à rentrer dans sa zone parce que les minima météo sont pas ouf. Bon ça déjà c'est bizarre en soi. Ils attendent 10 minutes avant de le rappeler pour lui dire vous pouvez venir. Bon, le mec il est déjà loin de l'Orient, il est en panique, il est à 300 pieds, il est au bord de la plage, il se pose sur le sable. Pas de blessés, l'avion n'est pas cassé, il a fauché personne sur la plage. C'est une IVV qui se termine bien. Voilà, donc c'est là où on se dit voilà, en fait c'est le facteur humain, mais c'est plus la peine de se jeter une pierre, c'est plus la peine de se dire j'aurais pas dû être là. Non, on est là, on se concentre sur l'atterrissage et au final le mec, personne n'est mort, sa licence a peut-être pas pris trop cher et puis il a pas cassé l'avion, donc pas bravo à lui pour la situation, mais bravo à lui d'avoir géré une IVV correctement. Euh, voilà, je regarde s'il y a des questions. Ok. Le deuxième, c'est un mec en Piper J3 qui va de l'Angleterre à l'Espagne, donc grosse nana Piper J3. Deux GPS deux GPS dans l'avion. Il panique, il se met entre deux couches de nuages, une couche très basse, une couche un peu moins basse. Il n'a pas osé descendre en la couche basse. Il a deux GPS qui lui donnent des infos un peu différentes. Il comprend pas, là ça bug. C'est la panique, il redescend, il se pose. Donc voilà, donc après ils disent que c'est plutôt les GPS donnaient la bonne info, c'est plutôt lui qui paniquait, qui paniquait un peu. Et voilà, je lis juste les commentaires. Ok. Donc voilà, donc, ben, il a appliqué, mais au final, ce qu'il faut retenir dans ces deux rapports BEA, c'est que les pilotes ont pris la bonne décision, hein. Parce que sur les 5 ou 6 personnes des deux rapports BEA, il y a eu zéro mort, il y a eu zéro avion abîmé. Ils ont pris la bonne décision, hein. L'IVV, c'est la décision ultime, mais c'est la meilleure décision qu'on puisse faire face à une situation d'une météo
qui se dégrade. Donc, pourquoi atterrir dans un champ? Donc, quand la sécurité est engagée, là, on est d'accord que dans les deux rapports BEA, la sécurité était engagée, hein. Se foutre IMC, c'est pas, c'est la pire des solutions qu'on puisse faire. Atterrir, c'est largement, atterrir même dans un champ, même sur une plage, c'est largement, une bonne solution. Donc, le temps disponible limité. Donc là, on voit dans les deux rapports BEA, donc le temps est limité. Mais pas par l'essence. En fait, c'est-à-dire que les gens, au final, ils ont quand même le temps de réfléchir, ils ont le temps de prendre leur respiration et de tourner. Voilà, c'est pas parce qu'on a 300 pieds sol qu'on peut pas quand même faire 2-3 gentils virages, le temps de prendre la température et de voir ce qu'on va faire. Ça va fortement augmenter le stress. Donc ça, c'est normal. Bon, le stress, une réaction physiologique du corps humain pour se mettre en alerte, pour pouvoir, voilà, c'est de l'adrénaline qui est sécrétée. Ça va normalement nous permettre d'être performant en tout cas. Et voilà, donc on va stresser, c'est sûr, mais faut pas se laisser, comment dire, emporter par le stress, quoi. On peut rester zen, hein, zen peut-être pas, mais en tout cas essayer de faire le mieux. Euh, Vous avez dans vos manuels de vol, donc là c'est le HR200, mais atterrissage de précaution en campagne, en général il y a une liste. Euh, voilà, donc un bout de checklist. C'est souvent dit de prendre des vitesses, de pas prendre des vitesses de croisière, prendre des vitesses un peu plus faibles pour avoir le temps de réfléchir, pour avoir le temps de prendre la température. Donc là ils disent de couper les magnétos et de couper la batterie. On verra, on verra ensuite comment on fait et de déverrouiller la verrière. C'est assez important. Alors, comment ça se passe en la procédure? Donc, la procédure, on est en vol, il y a un problème qui fait qu'on va devoir se poser. On prend la décision, qu'on va faire une IVV. Donc, on se dirige vers une zone dégagée. S'il y a de la forêt, on va essayer d'aller chercher une clairière. S'il y a du relief, on va essayer de chercher une zone plus dégagée. Pareil pour l'espace urbain, surtout pour nous en région parisienne. Donc on va voler. Et en deux, on va prévenir le contrôle. C'est assez important de le faire à cette étape-là et de ne pas le faire après. Parce qu'une fois que ça sera fait, on n'aura plus à s'occuper de la partie prévenir la sécurité. Donc pour prévenir le contrôle, j'ai plus accès au chat. Soit on est avec un SIV ou des choses comme ça et on les prévient. Si on n'a pas de SIV, on prévient sur la fréquence de détresse 121.5. On peut mettre 77 000 au transpondeur si on veut être assez vite capté par les radars. Idéalement, on donne une position. Voilà, on est à 10 nautiques, travers nord de la Bolle, le long de la plage. On est radial 90 du VOR de tel ou tel endroit. Voilà, le but c'est quand même de pouvoir prévenir les secours si jamais ils ont besoin d'intervenir. Message de détresse, donc ouais, alors là, est-ce que c'est un Mayday, est-ce que c'est une panne? En tout cas, dans tous les cas, il faut dire qu'on est en détresse. Les contrôleurs sont là pour nous aider. Vraiment, alors juste parce que Thibaut m'écrit des messages, n'hésite pas Thibaut, hein, c'est mon premier cours, tu as une expérience incroyablement supérieure à la mienne, qui suis toujours instructeur, donc n'hésite pas. Donc ça va pas me faire perdre mon fil du tout. On disait quoi? Oui, on disait qu'il fallait prévenir les gens. Alors oui, Mayday, pas Mayday, voilà, les contrôleurs sont là pour vous aider. Perso, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation vraiment compliquée. Mon premier réflexe c'était de dire aux contrôleurs que je suis dans une position très compliquée. Après, ils sont aux petits oignons, ils sont là, ils vous rassurent, ils vous demandent si vous avez besoin d'aide, ils vous donnent toutes les météos, ils vous donnent toutes. Ils sont vous aider. Faut vraiment voir les contrôleurs comme des aides à la navigation et des aides à la détresse, quoi. Faut pas se dire je suis tout seul dans mon coin, je vais essayer de régler ça et de surtout pas dire que j'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, l'être humain est une machine plus fiable qu'une machine
mécaniques ou tout ça. Donc voilà quoi, les erreurs, on est tous amenés à en faire. Donc la balise de détresse, on peut être sur on, plutôt à ce moment-là qu'une fois atterri, parce que au moment de l'atterrissage, vous retournez, l'avion prend feu, vous n'aurez pas le temps de, de mettre la balise. Donc on est là, on pense à l'éteindre une fois qu'on a atterri dans le champ et que tout s'est bien passé. Dans tous les cas, vu que le contrôle est prévenu, ils savent que la balise qui détecte par là, c'est vous. On réduit la vitesse d'approche, on met les volets et on vole. Ouais, c'est bien de voler autour des 1,3, 1,4 de VS, quoi. Sur un 400, si on vole à 135 km/h, c'est pas mal, quoi. C'est le temps de pouvoir anticiper. Volez pas trop lentement non plus parce qu'on va être amené à quand même faire des virages autour du champ. Donc quand on sera en virage à vitesse réduite avec le stress, ça serait quand même con de partir en vrille, en virage engagé ou un truc comme ça, parce qu'on a trop ralenti la vitesse. Mais voler approche dans la VFE, vous êtes bien quoi. Donc là on préchoisit une aire. Donc on regarde les champs autour de nous et puis on commence à dire celui-là il est pas mal, pourquoi pas celui-là. On commence un petit peu à voir. Sauf météo, vous êtes à 300 pieds. À l'étape 3 de la procédure, vous êtes toujours en altitude de croisière. Vous êtes toujours à allez, une croisière d'un vol d'une heure, on va monter à 2000-2500 pieds. Vous allez garder une bonne visie, vous allez garder une sécurité par l'altitude. Et voilà, donc vous pouvez regarder, vous allez voir qu'on va regarder d'où vient le vent, mais à cette altitude-là, c'est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que j'ai cliqué? Tiens. Voilà. Donc une fois que le champ ou la zone est à peu près décidée, on descend. Donc là, vous descendez. On va prendre l'IEV de la cause météo. Pas du problème de carburant. Le problème de carburant, faire le tour de la piste à 300 ou 500 pieds sol, si c'était vraiment le réservoir qui fuyait et si le moteur cale alors que vous êtes à 300 pieds dans l'équivalent de la vente arrière de votre champ, c'est pas bon du tout. Donc pour moi, la potentielle panne d'essence, on essaie de la gérer autrement que comme ça. Mais pour tout le reste, 300-500 pieds, c'est bien. Donc pourquoi 500 pieds, pourquoi pas 1000 pieds? C'est parce que à 300 ou 500 pieds sol, vous allez avoir la vision binoculaire qui va vraiment se mettre en route et vous allez pouvoir bien voir le relief. C'est-à-dire qu'un arbuste, une haie de 1,50 m de haut, à 500 pieds, vous arrivez à voir que c'est une haie et vous arrivez à peu près à connaître sa hauteur. C'est pour ça qu'on fait ça à cette altitude-là. Et on fait ça aussi, on va le voir après, mais pour voir la qualité du champ. Vous allez voir qu'il y a plusieurs qualités de champ, si c'est bien pour atterrir ou pas. Donc on va utiliser verre d'eau. Alors verre d'eau, donc c'est les 5 lettres correspondent à chaque fois à une étape. Donc en 1, le V c'est pour vent. Donc si vous êtes en navigation, a priori vous savez d'où vient le vent. Vous savez si en vitesse GPS vous aviez une vitesse supérieure à la vitesse indiquée, donc vent de dos. Dans ce cas-là, il faudra se poser vers le terrain de départ. Voilà, disons qu'à partir de 5 nœuds, 5-10 nœuds, on essaie de se poser vent de face. Au-delà de 15-20 nœuds, on priorise vraiment la direction du vent sur le relief de la piste. Donc voilà, donc vous allez voir, il y a plusieurs moyens. Donc la navigation avec la vitesse sol, les fumées, le mec qui fait son barbecue, qui fait brûler un champ, la centrale nucléaire, toutes ces fumées-là, les fumées d'usine, c'est vraiment des très très bons repères pour, euh, pour estimer un vent. Donc en plus avec les fumées, on peut estimer la direction et on peut pas estimer la force, mais voilà, une fumée qui est parallèle au sol, c'est qu'il y a beaucoup plus de vent qu'une fumée qui est légèrement inclinée. L'état, donc l'état de la piste, donc le verre d'eau, le E c'est l'état. L'état de la piste, donc l'état du champ, en fonction de la saison, en fonction de culture. On va avoir des champs, il y a les exemples après, mais le blé coupé, le maïs qui fait 1,50 m de haut, le champ labouré avec un tracteur un peu grossièrement. Euh, Là, nous, qu'est-ce qu'on a eu quand on l'a fait avec Adriane? On a eu les flaques d'eau. On a fait ça en février. Il y avait d'énormes flaques d'eau. Mais voilà, donc la flaque d'eau, on ne peut pas estimer sa profondeur.
Poser un avion dans une flaque d'eau, ça c'est pas forcément génial. Donc ça on a dans l'état. Le relief, donc R pour relief, euh, dans le sens de la T, parce que ça va réduire la distance d'atterrissage, parce que ça va aider à l'arrondi. Arrondir sur une piste en descente, c'est super compliqué. Donc, si possible, voilà, la grande face et dans le sens de la montée. C'est important. Dimensions. Les dimensions, en largeur, c'est assez facile à estimer. En longueur, ça peut être plus compliqué. Si on est sur des terrains en montagne ou en pré-montagne, quoi, je sais pas, dans les Vosges ou dans le Massif central, il peut y avoir du relief partout et un champ pas très grand. Il faut quand même arriver à estimer si ce champ au milieu de ces montagnes, au milieu de ce relief accidenté, va permettre ou pas d'atterrir. Ça, on va voir qu'il y a une technique assez facile. Et les obstacles. Alors les obstacles, vous verrez que faire le tour à 300 ou à 500 pieds, c'est vraiment bien pour voir les obstacles. Vous verrez que quand vous êtes à 2500 pieds et que vous décidez d'aller dans ce champ-là, il vous paraît très bien. Quand vous faites la verticale à 300 pieds, vous vous rendez compte que la route devant, il y a une ligne à haute tension qui passe, qu'en fait, il y a un système d'arrosage au sol qui est espèce de pied de poule là pour accrocher les tuyaux d'arrosage. Il y en a partout. Donc voilà, les obstacles se voient bien à basse altitude et voilà, il faut bien faire attention à ça. Donc pour la distance, on prend un top chrono. Quand on arrive au début du champ, donc on se met une équivalent de vente arrière assez rapprochée, autour des 300-500 pieds. On prend un top au début du champ, euh, ici. On prend un top avec notre chrono et on arrête le top à la fin du champ. Et en fait, alors ça c'est bien de le faire avec la vitesse en nœud. Euh, en nœud, 80 nœuds c'est 40 mètres secondes. On divise par 2. Donc voilà, si vous avez 10 secondes à 80 nœuds, le champ fait 400 mètres. Pour passer des kilomètres heure au mètre seconde, euh, 1 km heure c'est 0,27 mètres secondes. Donc c'est un peu compliqué, mais on peut faire le calcul aussi. Voilà, en nœud c'est la moitié. C'est pas mal de se souvenir de ça. Après, on se reporte au manuel de vol qui normalement est accessible ou sur les checklists qu'on a à l'aéroclub. On a on a la distance minimum d'atterrissage. À savoir qu'en général, dans un champ, la distance de roulage est assez faible, hein. Ça va raffiner, mais en plus de ça, ça s'arrête assez vite. Quand on regarde les rapports BEA, il y a souvent le petit schéma entre l'impact, qu'ils appellent l'impact, mais nous on ne fait pas un impact, on fait un atterrissage, et le moment où l'avion s'arrête, c'est c'est jamais très très long. Donc si on prend la donnée de la checklist, c'est à ça qu'il faut se conforter, c'est bien comme distance. Hop. Donc ouais, identification des repères au sol. On essaie de repérer le petit bosquet après la piste, le petit hameau, vous verrez dans les photos. Euh, Identifier les repères du circuit d'atterrissage, c'est très bien parce que une des principales menaces, ça va être de perdre le super champ qu'on a trouvé. On est passé, le champ il est chouette, il fait la bonne taille, il a la bonne largeur, c'est du blé coupé, il est vraiment génial. On fait notre circuit d'approche, arrivé en vente arrière, on le pomme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre des pistes quand vous mettez en vente arrière. Dans les premières leçons, je me rappelle que ça arrive. Donc voilà, on peut essayer de dire à nos passagers s'ils ont repéré le hameau, essayer de le garder en vue. A priori, nous, normalement, on est censé pouvoir y arriver tout seul. Parce qu'après, on va faire un circuit d'atterrissage classique. Donc on aura le champ à l'endroit où d'habitude on a la piste. Donc c'est-à-dire qu'on essaie de faire un circuit main gauche si on pilote à gauche pour garder le visuel. Et logiquement, on est censé pas la perdre. Voilà, hop, l'avion a fait. On est content. On a trouvé un champ. Alors, pour l'instant, le champ, on l'a trouvé, il est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme le moteur tourne toujours et l'avion tourne toujours, il ne faut pas qu'à partir de ce moment-là, ce champ soit plus que notre unique repère et notre unique point d'atterrissage. Si dans le circuit de piste après, on se rend compte que c'est pas que ce champ-là finalement il va pas, on en prend un autre. On est en IVV, on n'est pas en panne campagne. Donc ça reprend le verre d'eau. Vous n'êtes pas très bavard. Soit ça a planté, soit il n'y a pas de questions, soit tout le monde s'est barré. Mais
J'espère que ça va. Jette un petit coup d'œil. Peut-être dites-moi si ça va pas. Donc voilà, le vent. Ouais, donc ce que je disais tout à l'heure, là, c'est juste qu'on reprend l'exemple, la fumée et les éoliennes. Voilà. Alors, le choix, donc ce que je disais, les chaumes, donc les terrains, le blé, c'est pas mal. Le blé qui a été coupé, c'est l'idéal. C'est un champ plat. Euh, les cultures sont pas hautes. A priori, il n'y a pas d'obstacle en plein milieu du champ. C'est vraiment pas mal. Les cultures céréalières, donc ouais, le blé, même le blé planté. Euh, Terrain labouré non RC, les cultures hautes. Donc là, vous allez voir, je vais vous mettre les photos. Voilà, dans l'ordre des champs de nos campagnes françaises. Vous comprenez bien qu'entre le premier, où ça a quasiment le rainurage d'une piste, et le dernier, où c'est des énormes mottes de terre, le dernier, ouais, faut quand même éviter, parce qu'un avion train classique, il aura, il aura la possibilité de passer sur le nez. Ok, donc Adrien me dit que Yannick gère sur le chat. Mais vraiment, n'hésitez pas plutôt, enfin, beaucoup Yannick, hein, mais j'aimerais bien avoir une évaluation en direct, savoir si ça vous plaît, savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à prioriser le WeChat, le WhatsApp. Donc voilà, la dernière, le risque de passer sur le nez. J'ai un copain à qui c'est arrivé en Sukhoi, ils se sont posés un truc comme ça. L'avion s'est retourné, il a pris feu, ils sont tous morts. Donc plutôt le blé quoi. Euh, Après on a ouais, alors le dernier c'est le maïs. Le maïs c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les avions. On se dit pas ça va amortir. Non non, les épis de maïs c'est des cailloux qu'on jette sur les bords d'attaque. Et les bords d'attaque à l'aéroclub de l'Aigle, je crois que ça va. On a réparé. On évite quoi. Après, il y a les routes. Alors, je sais pas si vous avez, normalement, je sais pas si sur le chat vous posez cette question, mais elle m'a été posée. Euh, les routes, c'est à double tranchant. On voit des rapports BEA de personnes qui sont posées sur les autoroutes. Il y en a régulièrement. Il faut faire gaffe au trafic, il faut faire gaffe aux voitures, il faut faire gaffe aux glissières de sécurité. Voilà, une deux voies en campagne dont la largeur du train est à peu près compatible avec la largeur de la route, pourquoi pas. Mais voilà, le risque des véhicules, le risque de faire peur aux gens, c'est pas idéal. C'est à réfléchir. C'est vraiment en fonction de ce que vous voyez. C'est sûr que si vous voyez une départementale où il n'y a personne, aucune ligne, voilà, bon, on se poser sur du grand. Euh, la plage, on voit que c'est pas mal. Attention aux gens qui se posent sur la planète quand il y a des gens. C'est quand même super risqué pour les personnes qui sont là en train de bronzer avec leurs écouteurs, qui n'entendront pas l'avion et que vous allez découper avec votre hélice, quoi. Donc là, dans le rapport BEA, on se doute que vu la météo, il n'y avait pas grand monde sur la plage. Voilà, on privilégie la bordure de l'eau où le sable est plus compact, où l'avion aura moins tendance à s'enfoncer avec le risque de passer sur le nez. Mais la plage, ça peut marcher en IVV. Donc voilà, le relief, favoriser un atterrissage sur un terrain plat ou légèrement en pente positive, ouais, ça va de soi, mais voilà, en fonction du vent. S'assurer un espace dégagé en cas de remise de gaz. Ouais, ça, n'ayez pas peur que si c'est cause météo ou chose comme ça, on pense à la remise de gaz. La remise de gaz, c'est un truc qu'on voit en instruction, qui est faisable. Donc voilà, si derrière, si c'est du relief et que derrière il y a une montagne, on fait gaffe à la remise de gaz. Donc les dimensions, la méthode chronométrée, on vient de la voir. Voilà, si elle est très très longue, si la piste, si le champ à vue d'œil il fait 2 km, vous pouvez éviter d'avoir à le mesurer, mais ça évite pas la reconnaissance. Ça évite pas de quand même venir voir l'état du terrain. Les lignes électriques. Ouais, c'est un des principaux obstacles, comme je vous disais, les petites lignes électriques, les lignes téléphone, les choses comme ça, on les voit pas bien. On les voit pas bien. Donc si en courte finale vous vous rendez compte que votre champ qui faisait que 5 ou 6 mètres, et qu'en plus il y a une ligne en entrée, qu'on va devoir prendre un plan un peu fort pour être sûr de passer au-dessus, et que ça réduit derrière la distance, on évite un peu aussi. Le matériel agricole, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a eu avec Adrien? On a eu des chevaux quand on l'a fait pendant notre RFI. J'avais choisi un champ qui était super chouette. Et en fait, quand on est arrivé en courte finale, on s'est rendu compte qu'il y avait des chevaux sur la piste. Il y avait deux chevaux qui gambadaient par là.
Donc c'était, on n'a pas fait de remise de gaz, qui avait le même champ à côté, on a pris le champ d'à côté. Mais voilà, c'est le genre d'obstacle. On peut voir les bottes de paille, la botte de paille sur un champ qui vient juste d'être. Ça se voit pas forcément, hein, c'est paille sur paille. Donc voilà, alors petite photo, je sais pas si on va pouvoir en parler ensemble. Euh, Cette photo, donc la question c'est où est-ce que vous poseriez. Donc en gros, il y a de l'espace là. À mon avis, vu comme ça, il y a une légère pente dans ce sens-là, là, dans le sens en haut de la photo vers en bas de la photo. Il y a des habitations, la remise de gaz est possible. Les champs de devant ont pas l'air mal, ils ont l'air moins en pente. Donc tout dépend d'où vient du vent, mais ces champs-là me semblent pas mal, quoi. Celui-là il ressemble vraiment à une piste dégagée, celui-là est pas mal. Voilà, celui-là aussi, si là, il y a vraiment, une fois qu'on aura fait le passage à 300 pieds, s'il y a vraiment une grosse déclinaison du terrain de la gauche vers la droite, euh, voilà, c'est pas forcément évident de poser un avion avec un petit peu de roulis, quoi. Donc maintenant, une fois que notre champ, là, on a quand même bien vu comment on gère, comment on gère un champ. On a vu les étapes 1 à 4, le verre d'eau. À la fin du verre d'eau, deux possibilités. On continue sur ce champ-là ou on... Ah donc Philippe demande... Ouais. Donc pourquoi pas une route, Philippe? J'espère que j'ai répondu à ta question et que c'est juste le temps que ça lag. Mais ouais, la route, le problème c'est les voitures. Moi je suis assez partisan de la route si on a le temps d'en trouver. Parce qu'on est sûr de la qualité du sol, on est sûr de la largeur. Au final, l'empattement des DR400 est largement compatible avec une route de voies. Ouais, la route, pourquoi pas. Donc on fait notre verre d'eau, route ou pas route, hein, sur le verre d'eau, ça peut être une route. Deux possibilités, on prend pas, ben, on prend. Et si on prend, c'est pas parce qu'on prend maintenant qu'on va aller jusqu'au toucher sur cette piste-là. C'est vraiment le truc à voir. Donc on fait un circuit classique. On se place à vent arrière assez basse, donc 500 pieds on va dire pour voir le relief. Mais pas un circuit 500 pieds. On reste pas proche de la piste parce que sinon ça va nous faire une finale trop courte. Une finale où on va pas pouvoir faire un plan aux petits oignons. Voilà, là on a le temps, le plan de la finale il doit être nickel. Il doit être à la bonne vitesse, il doit être en bonne configuration. On doit être dans les meilleures prédispositions pour faire un bon atterrissage. Quand on fait un 500 pieds, qu'on arrive, qu'on dégauchit 15 ou 20 secondes avant de toucher, c'est pas top. Donc là, on est sur un tour relativement bas, donc un bon éloignement. On a une checklist, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le HR200. On prend les vitesses indiquées sur la checklist. Donc là, c'est minimum un cran de volée pour pouvoir avoir le temps de réagir. Et puis, on prépare la machine, pompe volée, classique. Là, briefing approche. Ouais, si on l'a pas fait avant, on explique un petit peu aux passagers ce qui va se passer, hein. On leur dit pas qu'on va faire un atterrissage forcé, on évite. On va leur dire qu'on va se poser dans un champ, voilà, que le champ a été repéré, que tout nous semble bon, voilà, on les rassure, hein. Même si, voilà, même si nous on stresse, ce qui est normal, on les rassure. C'est un champ, un avion, ça peut se poser dans un champ, voilà. Vous allez juste bien serrer votre ceinture, vous allez mettre la tête à l'intérieur, vous allez enlever vos lunettes. Voilà, les passagers derrière n'auront pas d'action sur l'avion. Donc eux, vraiment, ils se protègent et c'est tout. On verra que le passager qui est à côté de nous, s'il a une petite expérience, chose comme ça, on pourra lui demander de déverrouiller la verrière ou de participer. C'est vraiment en fonction, hein. Si le mec à côté de vous il est pilote, vous lui demandez de gérer tout ça, hein. Fermer le réservoir en courte finale, les choses comme ça. Si lui il sait faire, vous en vous c'est la trajectoire, hein. L'avion, la trajectoire c'est primordial. On pilote un avion jusqu'à la fin. Dans les rapports BA, souvent, et ils ont même fait des publications là-dessus, un avion se pilote jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du roulage, de l'atterrissage. On le balance pas sur la piste. Dès qu'on est sûr d'avoir la piste, il faut pas avoir ce réflexe de se dire ouf, il y a la piste et on pousse un peu pour pouvoir toucher. Non, non, on essaie de restituer au maximum de l'énergie cinétique pour que l'avion touche avec le moins de vitesse possible sur son train principal pour pas effacer la roulette avant. Donc voilà, c'est assez important. L'éloignement standard. Là, on est vraiment dans un tour de piste standard, donc
fonction de ce qu'on vous apprend, mais 30 secondes à partir du seuil, c'est pas mal. Minimum de 30 secondes. Alors c'est moins en 500 pieds normalement, hein. Donc là, je parle bien du 30 secondes du circuit standard. On ne perd pas la piste d'œil, mais on essaie de faire une assez longue finale. Étape de base, et on s'établit sur le plan. Essence off. Alors, essence off, c'est quand on est sûr qu'on fait cette piste-là. On ne met pas l'essence off quand on est en courte, on la met le plus tard possible parce que on peut remettre les gaz. Donc l'essence off, tirer la richesse, fermer le réservoir et off électrique, qui doit être le truc d'après, c'est vraiment en courte. Parce que si jamais au dernier moment vous ne le sentez pas, la remise de gaz est possible. Ça, c'est assez important. On ne fait pas caler le moteur à 50 mètres. On fait caler le moteur juste avant, au moment du palier de décélération. Verrière déverrouillée. Alors Nicolas n'a pas compris l'histoire des 30 secondes. Si quand tu prends le dossier de la piste, là où tu vas te poser, cette flèche-là, l'éloignement standard, tu peux prendre au minimum 30 secondes. C'est 30 secondes pour les 500 pieds, mais en fait tu prends une minute quoi. C'est 30 secondes c'est pour les 500 pieds, et une minute c'est bien. En gardant en mémoire de ne pas non plus perdre ta piste. C'est juste, voilà, c'est pour mesurer cette distance-là, quoi. Éloignement standard pour fixer le virage en bas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Non, ce que je voulais dire, c'était, désolé si je me suis mal exprimé, c'est surtout ne pas raccourcir le circuit. Voilà, donc là, hop, la diapo. Donc là, on a posé. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc bien 2 crans de volée. On coupe l'électricité. Couper l'électricité et fermer le robinet, c'est pour pas que ça prenne feu tout simplement, hein. Si au moment de taper, il y a la, la roulette qui tape, les réservoirs sur la DR400 sont devant, vous avez une petite fuite, que la fuite se répand sur un tuyau chaud dans le compartiment moteur. Si ça prend feu mais que le robinet d'essence est fermé et qu'il n'y a pas d'apport d'essence, ça prendra pas plus feu que ça. Donc c'est surtout pour ça quoi. Ce que je disais, Bernard Solignac là avec le Sukhoi, ils ont pris feu à l'atterrissage comme ça quoi. L'avion est passé sur le nez, a pris feu. Maintenant on va voir les menaces, même si on les a vues, on en a vu pas mal. Donc choisir un champ inapproprié. Donc ne pas se précipiter. Bon ça on l'a vu donc on va résumer. On utilise la bonne méthode pour l'inspection. La bonne méthode, a priori, est la méthode que je vous raconte là. On n'oublie pas qu'on peut remettre les gaz. Je pense que je l'ai dit 25 fois, donc j'espère que vous le retiendrez. Ne pas hésiter à changer de champ. C'est même en courte finale, on peut changer de champ, sauf si c'est un problème d'essence, de réservoir d'essence qui fuit. Mais, perdre la vue, donc c'est ça c'est l'éloignement standard. Identifier et utiliser les repères au sol. La petite maison, vous vous rappelez, c'est le petit hameau. Comme ça, si on perd la piste, on peut essayer de dorer le petit hameau. Et on contrôle l'éloignement. J'aurais tendance à dire que le plan d'approche est un plan plutôt long. Faire un circuit trop court par peur de perte de vue. Voilà. Vous voyez, Thibaut vous le rappelle ici. Ça sera une approche non stabilisée. Voilà, l'avion, en finale, il est vraiment sur des rails. C'est pour vous, il y a plus, vous pouvez presque lâcher le manche. Il descend sur son plan légèrement, enfin, un peu faible, avec un peu de gaz, avec les 2 crans volés, bien stabilisés. On essaie de faire ça aux petits oignons. On essaie de toucher à plus ou moins 20 mètres de l'endroit qu'on a choisi. Entraînement, tour de piste, c'est important, de la précision d'atterrissage. Dans ces cas-là, vous serez content d'arriver à gérer à 20 mètres près votre point de toucher. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire un tour de si jamais ça va pas. Oubliez les messages radio. Alors oublier les messages radio, c'est pas très grave parce que voilà, c'est une menace, faut essayer d'y penser. Mais voilà, oublier la checklist, c'est un peu plus embêtant, hein. Il faut pas oublier les volets, il faut pas oublier au moins les volets. On peut utiliser la documentation personnelle. Voilà, tout ce qui est checklist, c'est vraiment, vous les avez sur Good Pilot.
Voilà, si jamais vous avez je sais pas si vous arrivez à imprimer ça, c'est vrai que c'est idéal de pouvoir se rappeler de comment on fait. Normalement, c'est qu'un vol pendant la formation PPL. Voilà, bien emmagasiner l'information à ce moment-là, et puis voilà. Passer sous la vitesse d'évolution ou voler à des vitesses trop faibles. Ouais, c'est ce que je disais au début, on va quand même faire des virages pendant ce tour de piste. Donc, ok, on a notre cran de volée, c'est pas trop élevé, mais on va pas titiller la vitesse de décrochage. On n'est pas là pour se foutre en vrille en dernier virage, on est là pour prendre son temps. On donne la priorité au pilotage. Ça, de toute façon, il n'y a quasiment aucun cas en VFR où il y a autre chose que la trajectoire. C'est voilà, c'est un atterrissage, on sait faire, on se concentre, et voilà. Lors de la réduction de la puissance, pour réduire la vitesse, pensez à modifier l'assiette pour contrôler la perte d'altitude. Ouais, c'est assiette puissance, c'est classique. C'est l'équivalent d'un atterrissage sur un tour de piste. Détecter les périodes de vulnérabilité. Donc ça, la forte charge de travail, ça va être quand on va inspecter la piste, donc l'étape 4 avec le verre d'eau, parce qu'il va falloir se rappeler de verre d'eau. On va se rappeler qu'il y avait un truc comme ça, mais on se rappelle plus que c'est le V, le E, le R, mais on se rappelle quand même qu'on cherche à se poser sur une piste, donc on se rappelle qu'il faut voir l'état de la piste. Enfin, voilà, si quelque part dans votre checklist il y a marqué verre d'eau, c'est très bien, mais là il y aura une forte charge de travail. Le circuit de piste, on peut considérer que c'est de l'acquis, donc la charge de travail est pas énorme, donc c'est peut-être là qu'on va remettre un petit coup à nos passagers. C'est là qu'on va refaire un briefing pour avoir à court terme ce qui va se passer. On va se rappeler qu'il faut fermer l'essence, tout ça. Donc voilà. Par contre, là où la charge de travail va réaugmenter, ça va être étape 6, ça va être en courte. En courte, c'est là où l'adrénaline va être le plus à son paroxysme. C'est là où vous allez vous dire, on y va vraiment là. Dans 15 secondes, on est en train d'atterrir dans un champ. Un champ qui reste une piste en herbe de plus ou moins bon état, hein. Il n'y a pas péril dans la demeure, c'est faisable. Donc voilà, je sais pas si. Donc la vidéo, je dis, je la ferai pas, j'ai fait des screenshots. C'est dommage que j'ai pas accès au chat. Je vais temporiser un tout petit peu avant de mettre la vidéo. Enfin, là c'est quasiment fini, hein. C'est juste si vous avez des questions. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir accès au chat, je vous l'avoue. Je l'avais tout à l'heure. Bon, tant pis, hein. Je... Toc. Ah, chat en direct. Ok, je vois qu'Adriane. Ah voilà, donc Philippe, c'est pas une basse hauteur, non. IVV, c'est un tour de piste plus bas et sans piste. Oui, 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 Yannick, c'est ça. Donc, allez, je continue, ça a l'air de pas trop mal se passer. Philippe, si c'est pas clair, on en discute, hein. Donc, on se dirige vers la zone dégagée. Alors, bah là, je vais pas vous dire quel champ on choisit, hein. Il est grand, il est vert, il est large. Voilà. Vu d'ici, il nous semble pas mal. En plus, là, le petit côté sympa, c'est le petit hameau ici, qui va nous permettre à la fois, vous voyez, il est quand même entre deux hameaux, à la fois de ne pas perdre la piste, à la fois d'avoir des gens pour nous venir en aide si jamais il y a un problème. Ce champ est idéal, hein. Il faudrait le repérer sur une carte. L'IVV ici, c'est très bien. Il y a une route là, donc là, je sais plus qui demandait pourquoi pas la route Philippe. Là, la route, très, très mauvaise idée par exemple, hein. On s'en rend compte évidemment, hein. Le champ est, je dirais, une vingtaine de fois plus large. Voilà, balise de détresse, volet approche, nickel. On garde en mémoire le vent s'il y a plus s'il y a plus de 10 nœuds, on va quand même vraiment prioriser l'atterrissage vent de face. Voilà, on arrive là. On se rend compte qu'il y a quand même un léger souci. Vous voyez là, à vue d'œil, on a 300, 500, 300 pieds. Des belles lignes à haute tension là. Ici,
ici, ici. Ces lignes-là, elles se voient assez hautes, mais il y en a des qui se voient plus basses. En cas de remise de gaz sur une ligne à haute tension, on remet gaz vertical du poteau. Parce que vertical du poteau, au moins, si vous le voyez en face et que vous allez vous le prendre, vous faites un évitement. Mais entre deux lignes à haute tension, mon instructeur disait toujours, on passe jamais entre deux lignes à haute tension à basse altitude. Parce que si on voit pas la ligne, on la verra pas. C'est des câbles assez fins. Par contre, le poteau, on le voit. Et si on les attaque à 45 degrés, comme quand on fait du vol montagne. À 45 degrés, ça permet de pouvoir de n'avoir plus qu'un demi-virage à faire plutôt qu'un 90, voire 100 degrés à faire. Donc bien gaffe aux obstacles. Vous voyez là, on la voit toujours. Ici. Le champ là, vous voyez là, on voit pas mal qu'il est labouré. Là, on voit qu'il ça va frotter du carénage un petit peu, hein. C'est quand ils sont comme ça, un peu vert clair. Vous voyez il est vert clair avec des petits reflets marrons. Comme dit mon instructeur là, ça pour lui c'est l'idéal parce que ça veut dire des cultures basses, plates et non labourées. Ici ça va frotter. Bon après, le problème de celui-là c'est que un il est court et deux il y a une ligne, il y a un poteau là quoi. Donc vous voyez le poteau il va de là à là. Donc là, on n'est pas du tout à l'abri qu'il n'y ait pas une jolie ligne à haute tension comme ça. Donc, Artoun quand on remet les gaz, hein. Hop, vent, ok, on est vent de face. État, ouais. Petit frottage de carénage. Bah, relief nickel, là on est dans la campagne, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. La distance, à vue d'œil, il y a 700-800 mètres large, hein. Sachant qu'en plus, avant la piste est dégagée, on peut se faire un point d'aboutissement un petit peu avant pour être sûr de toucher. Dire là, tant que vous touchez dans la quasiment première moitié, vous êtes sûr de ne pas sortir. La fin du champ est probablement délimitée par un fossé, il faut faire gaffe. Mais là, c'est pas mal. Et les obstacles, voilà, on a quand même vu la ligne à haute tension en travers, on a vu le petit bosquet là. Sachant qu'on va faire une main gauche, ça devrait le faire. Donc voilà, donc on rejoint la branche antérieure, on fait la checklist. On néglige pas la checklist. Un avion bien préparé, c'est un avion qui se pose bien. Hop, voilà, ça résume le tour de piste. Voilà, tour de piste main gauche. On prend nos repères au sol. On fait un circuit standard au niveau de l'éloignement et à 500 pieds. Après, 500 pieds, là, une fois qu'on est descendu, si on veut reprendre un petit peu d'altitude, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, tu choisis de te poser sous la ligne à haute tension. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une ligne à haute tension et qu'il fallait faire gaffe en cas de remise de gaz. Là, si c'est sur cette image dont tu parles, elle est quand même dans le tiers, dans le dernier tiers. Donc, dans l'autre sens, je me poserai pas sur ce terrain-là. Dans ce sens-là, tu es quand même censé t'être posé 400 ou 500 mètres avant. Mais ce que je garde en mémoire, c'est que si il n'y avait pas d'autre champ, pour moi là le champ il est pas ouf, hein. Je vais peut-être chercher ailleurs. Mais si on devait prendre ce champ-là parce qu'on n'a plus d'essence et que ça fait un quart d'heure qu'on tourne, euh, voilà quoi, je ferai gaffe à l'attention et en cas de remise de gaz, je prendrai 15 degrés à gauche pour aller chercher le poteau là s'il fallait reprendre. Mais croix, comme dit Yannick, non, le champ là il est pas génial. Et essayer de passer sous une ligne à haute tension, tu auras déjà ton plan d'approche à se faire aux petits oignons. Si en plus tu dois viser passer sous une ligne à haute tension, on n'y est pas quoi, hein. Là, c'est un autre champ. Pareil, il est labouré, il est pas génial. Non, non, la ligne à haute tension, pour moi, la ligne à haute tension, c'est vraiment pour vous dire que c'est un des principaux risques du relief de l'obstacle de l'IVV. Et voilà quoi, c'est ce qui va te faire remettre les gaz et prendre le champ d'à côté. Voilà, voilà. Dès que le terrain est assuré, enfin dès que le toucher est assuré, essence off, électricité off, verrière déverrouillée. Je sais pas lequel vous prendriez là.
Euh, alors là, vous voyez, faudrait voir ce qu'il y a autour, hein, peut-être qu'il n'y a que ça. Mais là, ces champs-là, ici et ici, si on se considère en finale, la remise de gaz, là, on a une bonne barrière d'arbres à passer, des arbres qui, à vue des maisons qui font, on va dire, une dizaine de mètres de haut, les arbres, ils font au bas mot 15 mètres. Donc, il y a pas mal d'arbres. Je ne vois pas de... Je ne vois pas de... Je ne vois pas d'autres obstacles. Le rainurage des champs peut avoir son importance. On voit que là, les champs ils sont rainurés de gauche à droite. Donc quand on va se poser, si le labourage est assez important, on n'est pas bien. Ok. Une fois au sol, ouais, une fois au sol, n'oubliez pas de prévenir le contrôle et la gendarmerie. Le BRIA, vous avez les numéros normalement. Où est-ce que vous pouvez trouver le numéro? Sinon, vous appelez la gendarmerie classique, hein. Vous appelez la police, vous leur dites. Eux, ils sauront quoi faire. Tac. Voilà, donc la réalisation. Alors voilà, du coup, moi j'ai fini. Euh, Écoutez, numéro d'urgence dédié à aéronautique 191. Ben, merci Thibaut. À noter sur vos portables. Moi j'ai le numéro du BRIA tout le temps dans mon portable. C'est pour ça que je le connais pas, mais normalement c'est le BRIA de Bordeaux. Je sais pas pourquoi j'ai Bordeaux, mais non, là j'ai Brest 02 98 37 34 36. Peu importe lequel vous joignez, hein, mais moi j'en ai un j'en ai toujours dans mon portable. C'est bien à rentrer. Vous les rentrez une fois. Et, vous savez qu'il faut taper BRIA et puis voilà. J'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Je pensais que ça allait être court. Au final, 50 minutes. J'espère que personne s'est endormi. Voilà. Alors, désolé pour Saint-Maur sans E. J'ai honte, mon président. Je suis désolé, je ne sais pas écrire le nom de mon aéroclub. Voilà. Parce que c'est Saint-Maur de Touraine, c'est le fromage. C'est pas ça. Voilà, voilà. Alors, consultation de la fiche réflexe. Voilà, vos instructeurs l'ont pensé pour vous. Il n'est pas évident de se lancer dans une IVV. Il faut être conscient de cela lorsqu'on réfléchit. Ouais, ouais, alors le facteur humain, ouais, c'est ça. Il va falloir se décider de faire une IVV. Euh, voilà, il faut se dire, ben maintenant c'est à nous, à nous de le faire. Euh, ouais, quand c'est son avion, c'est encore pire. Parce que les mecs se disent, faut que absolument que je sauve l'avion. Enfin, un aéroclub aussi, hein, mais voilà, là, si c'est bien fait, que le champ est bien pris, l'avion il aura rien, hein. Un petit carénage ou un truc comme ça. Mais, un seul numéro pour les trois. Oui, le 301 301, c'est VFR, ça correspond sur le clavier à. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, c'était pour mon premier cours pour un mec qui est même pas encore instructeur. C'était un grand plaisir. Bah, je veux encore une fois remercier Thibaut parce que franchement, en fait, je suis que la voix du maître à penser qui est Thibaut. Dans le PowerPoint, est vraiment un régal à pratiquer. Écoutez, je suis hyper content que ça marche. Jusqu'à hier soir, ça marchait pas. Ce matin, le dieu de l'aviation était avec moi et celui de l'informatique aussi. Euh, ben voilà, je voulais vous dire merci à tous, merci Thibaut, merci à l'ensemble des instructeurs pour l'accueil qu'ils nous ont réservé au sein de l'aéroclub, pour Adriane et pour moi. C'est vraiment génial et j'espère que très bientôt je pourrai être assis à droite dans un des avions de l'aéroclub, pouvoir faire les leçons à vos côtés. Voilà, et je remercie mon président. Et puis, ben, confinez-vous bien, sortez pas trop. Voilà. Je vous remercie. Et puis, je sais pas si je peux laisser encore un peu le chat actif. Sinon, on se finit ça sur le WhatsApp de l'aéroclub. Euh,
Voilà. Ah, salut Irène. Ok, ben merci beaucoup. Et puis, ben, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Salut!